Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait sport, l'émission à ne pas manquer si vous êtes un amoureux du sport local. Aujourd'hui, il y aura comme toujours des analyses, des débats et des duels endiablés. 4 chroniqueurs sont autour de cette table pour m'accompagner. Présentation de la Dream Team. On commence à ma droite, elle nous vient tout droit de Versailles. Elle est aussi pétillante que pertinente. Elle est spécialiste de pole dance. On est toujours heureux de la voir sur ce plateau. Notre ambassadrice de charme, Hélène Delagrange, est avec Bonjour. nous. Je suis ravie d'être encore parmi vous. Donc, Comment allez-vous ? Très bien, j'attends les duels, j'attends. Vous êtes en pleine forme. Moi, je suis en pleine forme. Pleine santé, pleine forme. On passe de l'autre côté musique. Il fête aujourd'hui son 6e passage dans cette émission. Il est aujourd'hui devenu un titulaire dans cette équipe chevronnée. Il aime distiller des analyses pertinentes. Comment allez-vous, Stéphane Debizet ? Vous faites tout tomber aujourd'hui. Je lui passer un message. Je vous hais. Voilà. Une entrée fracassante en tout cas. Voilà. Ça fait du bruit, c'est tout ce qu'il faut. Alors vous êtes amateur de handball, basket, rugby, football ? Voilà. De tout en fait. Randonnée, tout ce qui peut se pratiquer, je le fais. Parfait. On passe de l'autre côté. Et je suis vivant. Et vous êtes vivant, vous résistez. On passe de l'autre côté à musique. Il nous vient lui aussi du Grand Est versaillais. Sa spécialité, le rugby, mais il aime également le golf, le football, les sports automobiles, la course à pied et le lancer d'espadrilles en vacances. C'est notre couteau suisse, on le surnomme le gladiateur, Pierre Chevalier, du Rugby Club de Versailles. Forme et bonheur. Comment allez-vous ? Ça va très bien, résumé parfait. Effectivement, je peux peut-être en placer la pétanque aussi. La pétanque également. Et quelques autres sports, la natation, le papillon surtout. Je suis très très bon. Et la course à pied. On vous surnomme Michael Phelps, je crois, dans les Yvelines. Au niveau de la taille et de l'élançage, c'est bien cela. On passe de l'autre côté à musique. Lui aussi aime participer au concours de lancer d'espadrilles. Il aime tirer droit et loin. Il recherche surtout la performance. Il est spécialiste rugby également. Jean-Miss, la légende, est avec nous. Bonjour à tous, bonjour Michael. Comment allez-vous, Jean ? Pleine forme. Pareil, vous êtes spécialiste rugby. Oui, spécialiste. Lancer d'espadrilles de temps en temps. Mot, spécialiste, c'est un grand mot, mais bon. Un passionné. Oui, on va vous dire. Débrouillez, on va dire. On va dire qu'on connaît un petit peu, quoi. Alors avant de passer au programme de l'émission, on commence par du rugby. La tempête n'a pas arrêté à l'URC 78 à Montigny-le-Bretonneux ce dimanche 1er mars. L'Union Rugby Centre 78 est parvenue à jouer avec les éléments pour s'imposer dans un match à sens unique contre Melun-Compes-Sénart. Score final 42-0 avec 6 essais à la clé. L'équipe se relance après 7 matchs sans victoire. Réaction. Les conditions étaient assez extraordinaires. On a retrouvé l'important c'est qu'on a retrouvé la victoire, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné. Et on va dire que les conditions nous ont obligés à nous resserrer, à jouer de manière plus solidaire et c'était peut-être un mal pour un bien. Mais on va s'en souvenir de ce match quand même parce que les conditions étaient assez incroyables. Des conditions de jeu inédites qui ont fait de la casse chez les adversaires. Les visitants ont dû déclarer forfait avant la fin du match à cause de plusieurs blessures. Regardez. Il y a eu plein de problèmes, il y a eu l'arbitre qui a eu un problème également, et ensuite l'équipe adverse qui n'était pas suffisante sur le terrain. Et voilà. Mais sinon le score était déjà fait en soi, donc ça ne change pas grand-chose à la logique du match. Jean, qu'est-ce que vous en pensez de ces conditions climatiques J'y et étais des aussi. conséquences de ces conditions climatiques? J'y étais aussi dessous, et dans des conditions encore plus... Pas à Montigny-Bretonneux. Pas à Montigny, mais sur le terrain de Gif-sur-Yvette, pour le citer. Et encore pire, puisque là, ils ont joué sur leur synthétique, et nous, on était sur un terrain en herbe. Donc je vous laisse imaginer le résultat avec les conditions climatiques qu'il y a eu ce dimanche-là. C'était un bourbier. J'avais très longtemps que je n'avais pas vu ça. On a tout eu. Plus de blessures ou pas, du coup ? Alors, non, pas trop de blessures. Mais Melun est venu à l'URC 78, Rick et Rack. Forfait en réserve, ils n'avaient pas d'équipe réserve, et très peu en première. Donc après, malheureusement, c'est vrai que ça va très vite. En dessous de 11 joueurs, le match est obligé de s'arrêter, et c'est ce qui leur est arrivé. Donc ils ont un match perdu avec moins de 2 points en plus. Ils n'avaient pas besoin de ça parce qu'ils sont derniers au classement, mais voilà. Mais les conditions étaient vraiment exceptionnelles, c'est vrai. Pas de mon côté. Également à Versailles. On a, pas le week-end dernier, mais le week-end d'avant, sur le terrain de Houille. D'ailleurs, ça nous a coûté une belle déculottée. Et c'est vrai que ça nous rappelle que le rugby est un sport d'hiver. C'est pas le ski, c'est pas le patinage artistique, mais c'est un sport d'hiver qui se joue tout temps, tout terrain. Alors j'en parlais. Désormais, il y a certaines surfaces qui ont évolué avec maintenant des matchs qui se jouent sur synthétique
homologués, donc qui permettent quand même d'avoir un jeu qui est à peu près aéré. Mais quand on joue à l'ancienne, comme nous on a connu, sur des terrains en herbe, de terre, de boue et d'herbe, c'est beaucoup plus compliqué. Lorsque Versailles a joué à Houille il y a 15 jours, on a eu, nous, des cas d'hypothermie. C'est ce qu'il faut noter, et c'est une des grandes premières. Alors là, il y a des blessures, pour l'URC, il y a des blessures et des faits de jeu qui sont des blessures plutôt musculaires ou des pets qui sont imputées au rugby. C'était plus du côté de Melun, hein, les blessures. Là, pour le coup, au Melun, et là, pour le coup, nous, on a connu des cas d'hypothermie avec vraiment une température basse, du vent, de la pluie. Ouais. Et la neige. Alors, c'est la même chose, et la neige, ou du grésil. C'est la même chose, les conditions sont les mêmes pour les deux équipes, mais pour le coup, là, nous, on l'a moins bien vécu. Ah oui. Ouais, à ce point-là, avec l'addition de tout, le froid, le vent, le grésil et la pluie. Pourtant, vous avez connu, hein, vous deux. Hein. Non, mais c'est vrai. Mais même pour vous dire, il y a des joueurs en fin de match, à la fin du match, les joueurs n'ont pas fait de d'honneur, rien du tout. Tout le monde est rentré en courant sous la douche, et il y avait des joueurs en fin de match qui étaient, il l'a dit Pierre, frigorifiés, qui étaient vraiment, ils n'ont pas pu, alors que on le sait, dès qu'on fait du sport, on se réchauffe rapidement et après c'est terminé. Mais là, étant trempé par la pluie, le froid, le vent, la neige, c'était des conditions assez particulières. Les deux derniers dimanches, la semaine dernière et la semaine d'avant, c'était totalement exceptionnel. Ouais. En termes de conditions en Ile-de-France, il y a dû y avoir d'autres régions concernées, mais effectivement, c'est assez inédit. Stéphane Debizet, est-ce qu'il fallait arrêter la rencontre ou ne pas jouer la rencontre, peut-être? Je pense que ça aurait été du football, ça aurait été purement et simplement annulé. Ça a été annulé, hein, dans la plupart des Donc, cas. Hein. voilà. Après, ça n'enlève pas la victoire à l'URC. Et sans détail en plus. Mais moi, j'aime bien ce rugby dans la boue, dans le... Je sais pas, ça... J'aime bien. C'est l'esprit rugby. Ouais, c'est l'esprit rugby, ça. C'est bien. Hélène, est-ce qu'il fallait annuler, arrêter le match, peut-être? Je pense qu'on ne peut pas vraiment... il y a aussi la capacité des joueurs à supporter la situation. Ça, on ne peut pas trop présumer. L'évolution aussi du temps au fur et à mesure du match. Et puis c'est délicat parce que si on annule, il faut quand même annuler pas mal de temps à l'avance. Donc je ne sais pas si on peut réellement... favorable à la dernière minute, si je comprends bien. Je pense en cas de vraiment de force majeure, oui, mais ça peut se tenter et ça joue. Après, c'est des efforts fournis beaucoup plus intenses, une récupération beaucoup plus délicate, les risques de blessures plus forts. Voilà, c'est à prendre en ligne de compte. Jean ? Vous parliez d'interrompre la rencontre ou d'annuler la rencontre. Il faut savoir quand même qu'un arbitre, puisque là, il n'y a que l'arbitre qui est l'officiel du match qui peut prendre ce genre de décision, et il ne peut le faire qu'à travers les règlements de la Fédération française de rugby. Et effectivement, c'était assez déplorable comme climat, mais ça n'était pas injouable, quoi. Et c'est surtout fait pour la protection des joueurs, ce genre de décision. Lorsqu'on refuse ou on annule ou on arrête de jouer un match, c'est pour la sécurité des joueurs ou parce que il n'y a plus de visibilité, il n'y a plus rien. Par exemple, des grosses tempêtes de neige. Moi, ça m'est arrivé au cours d'un match, une énorme tempête de neige, et là, l'arbitre a arrêté la partie. Après, situation un petit peu cocasse, l'arbitre est tombé malade pendant la rencontre. C'est vrai. Il est tombé malade pendant la rencontre. Oui, il est tombé malade pendant la rencontre. Ah bon, carrément. Il a été remplacé. Il y a dû avoir une poupée vaudou là sur ce. Il y a une hypothermie. Oui, mais c'était. Les conditions sont les mêmes pour tous les acteurs du match de rugby, et l'arbitre est un des acteurs principaux. Et il ne peut l'arrêter que par cas particulier. Dernière question, est-ce que les joueurs vont s'en souvenir de cette rencontre? Oui, je pense. C'est ce qu'il avait l'air de dire. C'est comme ça me fait penser à des issues de matchs comme on a pu connaître l'année dernière avec Versailles où ça finit au tir au but. C'est des situations assez inédites dont on se souvient assez souvent, surtout quand ça gagne. Deux Rugby qui avait terminé la rencontre au tir au but. Qui avait terminé un 32e de finale de championnat de France au tir au but. C'est-à-dire, les deux équipes n'avaient pas pu se départager et c'est des pénalités qui sont tentées et ça arrive une fois tous les 20 ans, 30 ans. Là, des conditions comme ça se reproduira, mais le scénario global et l'addition de toutes les conjonctures, ça doit être assez mémorable. Ça a été quelque part l'occasion de vivre l'expérience d'un match compliqué au niveau de la météo et d'aller jusqu'au bout du match. C'est ça. De voir d'aller dans ses ressources. Ça crée une expérience. Oui.
Je crois que Melun, ils vont vite tourner la page. Je pense. Alors nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler du coronavirus. Des dizaines d'événements sportifs ont été annulés dans les Yvelines. Nous parlerons également des championnats du monde de cyclisme sur piste. Les Yvelinois n'ont pas forcément brillé sur cette compétition, mais avant de développer ces thèmes, on va parler cyclisme. On commence donc par du cyclisme sur route. La 78e édition du Paris-Nice est partie ce dimanche 8 mars depuis les Yvelines. 17 équipes ont pris le départ de l'épreuve à plaisir. Les organisateurs avaient concocté une boucle de 154 km dans les Yvelines en passant par Montfort-l'Amaury, Thoiry ou encore Naufle-le-Château. On écoute le responsable de la course, François Lemarchand. On a fait un parcours avec des changements de direction constants. On sait à peu près depuis quelques années qu'à cette époque de l'année, il y a beaucoup de vent. Donc on essaye de mettre les coureurs en difficulté. Et on avait aussi pas mal de petites grimpettes sympathiques. Pierre Chevalier, un parcours qui vous a convaincu parce que c'est passé juste à côté de chez vous. C'est au cœur du village de Crépierre, pour le citer. Voilà, si vous voulez aller voir Pierre Chevalier le week-end, il habite à Crépierre. Voilà. Ils ont traversé le village et après les petites routes que je fais en courant, moi pas à vélo mais en courant. Et donc voilà des conditions dont qu'ils ont aussi subi, comme les rugbyman, parce que là au moment où ils sont passés notamment à Crépierre, Naufle, Ben, il faisait un temps dantesque, il y avait la pluie en travers, du vent, et quand ils ont commencé à faire les premières petites collinettes ou les grimpettes que citait le directeur de l'épreuve, ça a piqué un petit peu là. Et on voyait les coureurs se secouer les mains parce qu'ils n'avaient pas forcément prévu de partir avec les gants d'hiver, donc ils avaient juste les petites mitaines. Je me souviens d'Alain Philippe qui secouait les mains, qui sentait plus ses doigts a priori. Donc eux aussi ont subi les conditions, mais au final un bel événement populaire comme on en voit souvent autour de la petite Reine dans les Yvelines. Un beau tracé, Stéphane de Bizet, qui met en valeur aussi le département, le patrimoine. Oui, bien sûr, c'est dommage que ce soit sous une tempête, mais oui, ça permet de voir un peu le paysage. Est-ce que là aussi, Jean, c'est pas aussi l'occasion, quand on a des conditions comme celle-là, de créer du spectacle aussi? Les organisateurs l'ont dit, plus ou moins. Au mois de mars, il ne fait pas forcément super beau dans les Yvelines et ils font exprès de tracer tout simplement un parcours où il y a du vent, où il pourrait y avoir de la pluie, des conditions compliquées. Je ne sais pas s'ils font exprès, pardon. Ouais, non. Vas-y, je t'en prie. Non, je veux dire, je ne sais pas s'ils font exprès de faire en fonction de la météo. Non, mais certains tracés sont étudiés pour le vent, par exemple. Ouais. Ah bon? Ça, je ne savais pas. Pour qu'ils aient des conditions météorologiques défavorables ou favorables. Alors, en tout cas, c'était le cas. Là, c'était le cas et ils sont pas gentils quand même avec eux. Parce que c'est déjà assez dur comme ça. Et c'est vrai, Pierre l'a souligné, c'était vraiment des conditions particulières pour pratiquer cette discipline. Et ils rigolaient pas trop quand même, les coureurs. Hein. Je pense que ils vont aussi s'en rappeler. On parlait du rugby tout à l'heure, mais eux aussi vont s'en souvenir de cette étape. Hélène, ça fait du spectacle. Du Paris-Nice. Oui, et puis c'est le cyclisme aussi. Il ne s'agit pas de faire du vélo que quand il fait beau. C'est tous les paysages, c'est tous les dénivelés, c'est toutes les conditions météo aussi. Donc ça fait partie pour moi de la pratique du cyclisme, surtout en compétition. Alors c'est finalement le champion d'Allemagne, Maximilian Scharmann, qui s'impose sur la ligne d'arrivée. À plaisir, on l'écoute. Bien sûr, je suis très heureux. C'est ma première fois ici sur cette course. C'était génial. Le chouchou du public français, Julien Alaphilippe, termine lui à 4e. Je suis content d'avoir fait un beau final. On a fait une course offensive, voilà, on a été toujours vigilant dans les bordures et voilà, dans le final j'ai donné le maximum, donc aucun regret, je suis plutôt content. Vous aimez bien Julien Alaphilippe autour de cette table? Oui, Jean? Oui, on va dire que c'est le futur grand champion français qu'on attend depuis un moment, quoi. Et très vite, à mon avis, très vite. Hein. Il n'est pas passé loin l'an dernier. Donc je pense que cette année, le Tour de France, il va falloir compter avec lui. Et pour revenir au Paris-Nice, là, l'Allemand qui finit, Scharmann, c'est ça? Scharmann. Qui finit premier, là. C'est normal qu'il était content, lui, parce qu'un Allemand, pour lui, il faisait beau. Hein. Il faisait beau sur le parcours. Mais il y avait pas mal d'équipes en moins, hein, je crois. Oui, justement, on va en parler juste après. Je vous fais la petite transition. Voilà, vous faites un petit teasing. Alors le lendemain, l'étape est partie, en tout cas depuis Chevreuse, une petite commune de moins de 6000 habitants, direction le Loiret pour les coureurs. C'est aussi ça, la magie du Paris-Nice.
Je suis de Chevreuse et moi j'adore le vélo et je viens toujours voir. Paris-Nice se regarde toujours, même à la télé, mais là, vu que c'est le départ à Chevreuse, c'est mieux. On voit tout le monde, on voit les voitures, les vélos. Est-ce que vous êtes d'accord avec Raymond, Pierre Chevalier? On en parle suffisamment souvent. Je ne suis pas un grand fan de cyclisme, mais on en parle très souvent parce que les Yvelines sont une terre de vélo. On a la chance d'avoir énormément d'événements et de points de départ, de villes-étapes ou de villes-départ pour le Tour de France, pour le Paris-Nice, parce que la topographie s'y prête. En plus, ils ont l'embarras du choix de mettre des tracés plus ou moins difficiles, plus ou moins exposés au vent et aux éléments climatiques. Et puis ça fait plaisir à Raymond. Et ça, moi, ce qui fait plaisir à Raymond, voilà. ça ne peut que me rendre heureux. Ça vous a beaucoup plu, Raymond, également, Hélène? Elle a raison quand elle dit qu'elle est ravie, que c'est mieux en vrai qu'à la télé. Tous les sports, quand on peut les voir en vrai et qu'on peut être plus proche des participants, des joueurs, des compétiteurs, c'est plus intéressant. Elle nous a dit que ça faisait 50 ans qu'elle attendait le Paris-Nice dans son village. J'allais faire une blague, mais elle n'est pas... Non. Oh, non. Jean Raymond aussi, oui. Mais Raymond, fabuleuse, Raymond. Elle a 50 ans qu'elle attend, heureusement, elle l'a vu avant. C'est génial pour elle, ça change des parties de cartes à l'EHPAD. Elle est habitante de Chevreuse en tout cas, elle ne nous a pas précisé. Alors, sujet forcément moins radieux. L'autre actualité de ce Paris-Nice, c'était forcément ce coronavirus. 7 équipes ont déclaré forfait juste avant le début de l'épreuve, ce qui a chamboulé l'organisation. Des grands coureurs comme Bernal, le vainqueur du dernier Tour de France, n'ont pas pu venir. Plusieurs mesures ont été mises en place. On écoute les réactions. Il a fallu prendre tout un tas de mesures, faire tout un tas de chamboulements. Donc on a eu une semaine dernière très agitée. Là, on n'est pas encore serein à 100%. Hein, donc on sait qu'il faut vivre au jour le jour. Mais on fait le maximum, on prend des mesures. Oui, il y a quelques règles différentes où voilà, on n'a pas trop le droit de signer d'autographes, de serrer de main et de prendre de selfies. Mais sinon, voilà, ça reste pareil. Depuis le départ de Chevreuse ce lundi, les villages départ et d'arrivée sont à huis clos sans public. Le peloton devrait quand même arriver à Nice. La question sur ce thème, la fête a-t-elle été gâchée? Dans les Yvelines, je parle. Oui, vous êtes partagé, Pierre. On fait un petit duel entre vous, Stéphane et Pierre Chevalier. Stéphane, vous commencez? Oui, je pense que ça a été gâché parce qu'il n'y a pas de public au départ, il n'y a pas de public à l'arrivée. Ça casse un peu le charme de cette course. Et puis non, pour moi, c'est devenu, des coureurs qui font leur balade du dimanche, en fait. C'est tout. Il faut le public pour pousser, comme au foot. On a besoin d'eux pour... je fais du rugby fauteuil. Des fois, il y a des coups de mou et il y a le public qui pousse. C'est autre chose. Moi, je pense que ça a été bien gâché. Pierre Chevalier. Ça n'a pas été gâché sur l'ensemble du tracé. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement sur le départ et l'arrivée ces confinements qui écartaient le public des coureurs. Il y a quand même un petit peu de public, je précise. Raymond était là. Raymond était là. Donc ça n'a pas complètement... c'est le lendemain, la troisième étape où il y a eu justement ce huis clos qui a été... Voilà, et donc au moins sur le départ de la course, il y a eu du monde. Donc sur la première étape, il y a eu du monde sur le tracé. C'est plus les conditions climatiques que les mesures de confinement qui ont éloigné le public nombreux des routes, mais vraiment les vrais passionnés, comme Raymond, étaient là autour. Donc faites légèrement modifié, pas forcément gâché, mais plus par l'absence aussi de certaines équipes et certaines têtes d'affiche que de vraies absence d'occasion pour le public de communier. Donc pour ça que j'étais partagé, c'est qu'évidemment c'est pas la caravane et c'est pas la ville départ qu'on connaît d'habitude sur du Paris-Nice ou sur un Tour de France, mais il y a quand même eu des occasions de communier avec le public. Les conditions climatiques ont fini sur le tracé ont fini de doucher un petit peu justement les passions et les espoirs des moins motivés. Les plus motivés étaient là. Hélène. Pourquoi on a des équipes qui ont déclaré forfait? Alors certaines. Parce que ça me paraît. C'est plutôt ça, moi, qui à m'embête. cause du coronavirus, il y a eu également des essais de portal
le directeur sportif d'Ineos également, mais il y avait le coronavirus qui était pris aussi en considération. Mais je trouve que c'est presque eux les moins, finalement, les moins touchés, les moins concernés. Ils sont dehors, ils sont pas en contact. Enfin, comme ça a été justement dit dans le reportage, ils peuvent être écartés du public, rester suffisamment loin, faire quand même la course. C'est plutôt ça, moi, qui m'embête. Que finalement, le fait qu'il y ait des cordons de sécurité. Elle a été gâchée avant, selon vous? Mais ouais, avant le début de l'épreuve. Oui, je pense que les conséquences ne sont pas juste sur la fréquentation par le public, aussi au niveau du nombre de participants, des équipes participantes. Moi, c'est ça qui m'embête. Mais à l'arrivée, il y avait quand même un peu de monde ou personne? Il y avait un peu de monde, oui, il y avait du monde. Vraiment, quand même. Effectivement, à plaisir. Il y avait parce qu'une arrivée où il n'y a personne, je sais pas. Oui, il y avait un petit peu de monde. C'était pas la folie, mais il y avait quand même un peu de monde. Et qu'est-ce que vous pensez, Jean, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui s'est passé autour des coureurs, les selfies qui ont été interdits, les autographes? Il y a eu un petit cordon de sécurité qui a été mis aussi en place pour éviter que les spectateurs approchent de trop près les coureurs. Mais c'est un petit peu logique, hein, avec toutes les précautions qu'on prend actuellement avec le coronavirus. On peut pas blâmer les organisateurs de protéger les sportifs. Hein. Je pense que généralement, justement, il le disait, je ne sais plus quel Cocard, je crois qu'il le disait. Brian Cocard. Hein, c'est ça, qu'il le disait tout à l'heure dans le reportage. Ils n'avaient pas le bain de foule habituel avec les selfies, les autographes, tout ça. Alors c'est vrai que c'est certainement un peu de frustration supplémentaire pour le public. Mais après, il faut quand même aussi reconnaître qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'événements, que ce soit sportifs ou même artistiques, qui sont annulés. Donc là, c'est quand même, ils le font quand même. Donc il faut savoir aussi respecter les sportifs et puis dire, bon voilà, on les protège un petit peu, mais on les voit quand même passer, donc il y a quand même, la fête n'est pas totalement gâchée, quoi. Le monde a été contente. Pour les médias, c'est aussi particulier, parce que je crois que la plupart des coureurs sont joints par téléphone. Il n'y a pas à part peut-être vous qui avez pu, vos équipes qui ont pu approcher et filmer, je crois que pour la plupart du peloton, c'est des interviews par téléphone. Oui, ils ont réduit au maximum les interviews. Effectivement. Bon, faut faire avec. De toute façon, c'est une adaptation logique, voilà. Avec les événements actuels. Ah oui, et par rapport aux organisateurs, est-ce que vous pensez que ça a été un casse-tête pas possible pour eux? Oui, ça n'a pas dû être simple à traiter, comme le rappelait Hélène, au dernier moment. C'est-à-dire plutôt un petit peu dans l'urgence en fonction des derniers arrêtés pris au niveau préfectoral, et notamment les rassemblements de plus de 1000 personnes. Là, a priori, c'est le cas. Et de faire avec les annulations et puis les aléas. Là, on est dans un cas là aussi inédit d'une épidémie face à laquelle on ne sait pas quoi faire exactement. En tout cas, le Paris-Nice reviendra en 2021 dans les Yvelines. La course au soleil devrait rester dans le département jusqu'en 2025 au minimum. On continue à parler de ce coronavirus, une annulation de dernière minute. Le mondial du golf qui devait se tenir pour la deuxième année consécutive du 19 au 21 mars au parc des expositions de Mantes-la-Jolie sur l'île Lommone n'aura pas lieu. Les organisateurs ont annoncé dans un communiqué vouloir prendre toutes les précautions face au risque. Le mondial du golf avait attiré 8700 visiteurs l'année dernière et espérait en attirer 14 000 pour cette édition 2020. Un manque à gagner compris entre 100 et 200 000 euros. Il devait également y avoir de la course à pied avec la 13e édition de l'Écotrail de Paris, mais les organisateurs ont décidé de reporter l'épreuve à cause du coronavirus. 5 distances étaient pourtant au programme, dont un 80 km au départ de l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines ce samedi. Les centaines de coureurs présents devaient ensuite rejoindre le premier étage de la Tour Eiffel. Le rendez-vous est déplacé au samedi 3 octobre. Enfin, le grand match de volleyball entre Paris et Tours, programmé fin mars au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, a lui aussi été annulé. Il devait y avoir près de 5000 personnes dans l'enceinte pour battre le record de fréquentation. Ce qui est dommage, c'est que la campagne d'affichage a débuté ce lundi 9 mars dans les rues de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le match sera reporté à une date ultérieure. La question sur ce thème, est-ce que c'était la bonne décision de reporter tous ces événements, reporter ou annuler? Oui. Jean, vous êtes le plus indécis. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas trop le choix non plus. Hein. Parce que c'est imposé. Aujourd'hui, on dit que tout rassemblement de plus de 1000 personnes est interdit, hein, en milieu confiné. Donc, on ne peut pas... Le dernier en date que vous avez cité, le match de volleyball,
où on veut qui voulait battre le record de qui voulait spectateurs. battre le record de spectateurs, va à l'encontre de ce qui vient d'être décidé par mesure de précaution. Donc ils n'ont pas le choix. On leur dit pas, si vous voulez, ben, vous pouvez le reporter. Après, certains ont pris les décisions avant les annonces. Par exemple, le Mondial du Golf avait annoncé, les organisateurs avaient annoncé cela juste avant. Oui, mais parce que... Vous avez peut-être quelques parce que voilà, mais non, mais parce que l'évolution, malheureusement, elle va pas du bon côté. Et que là, on était parti sur 5000, on savait pertinemment que ça allait diminuer, et juste que si ça continue, ils vont même interdire tout rassemblement sportif, quoi. 1700 cas en France, je le rappelle, et 33 morts à l'heure actuelle, ce mercredi 11 mars. Voilà, Là, déjà, on parle d'un sport de contact, donc même si on n'a pas de public, il y a quand même quelque part un risque. On peut comprendre que ça s'annule. Par contre, le golf... c'est le public. C'est un salon, c'est plus c'est le public, c'est un salon. Ouais. Après, oui. Là, il y a du monde. Hein. Ouais. Là, oui, 14 000 personnes, ils attendaient 14 000 Ouais. personnes environ. Il y a 2 traitements différents selon les événements, c'est soit l'annulation, soit le report. Ouais. Pour le salon du golf, pas le salon du golf, pardon, le mondial du golf, le salon c'était avant, le mondial du golf, il y a 2 raisons principales à cette annulation, parce qu'ils ont choisi d'annuler. La première et la principale, c'est que la plupart des exposants venaient d'Asie. Donc il y a beaucoup de fabricants, de fournisseurs qui viennent de Chine, de Corée, du Japon. Et comme c'est le berceau de ce corona actuellement, il a été jugé sage de ne pas prendre de risque de ce côté-là. Évidemment, après, la deuxième raison, c'est que il y aurait eu plus de 1000 personnes au même moment sur ce salon et ce mondial. Donc c'était la deuxième raison. Après, il y a ceux qui prennent la décision de reporter. Ça a été le cas pour le marathon de Paris notamment, mais le semi de Paris a été annulé, purement et simplement. C'est le cas pour le tournoi destination où c'est reporté. Après, la seule chose, c'est qu'il va y avoir évidemment un embouteillage au niveau des dates dans le deuxième semestre, en espérant que cette psychose s'arrête le plus vite possible. Oui, parce que c'est reporté, mais ça peut être définitivement annulé également. Voilà, il y a ceux qui annulent direct parce qu'ils n'ont pas d'autres possibilités, et il y a ceux qui n'ont plus le choix dans la date et qui le reportent. Donc, de ce côté-là, voilà 2 traitements différents de gérer les événements. De toute façon, il n'y aura plus de place dans le calendrier du deuxième semestre pour tous les événements. L'Écotrail, je ne sais pas s'ils reportent ou si. Alors, reporté au voilà. samedi 3 octobre, l'Écotrail. Voilà. Donc, en revanche, là, ce qui est bien pour nous, entre guillemets, c'est qu'on va avoir une actualité sportive extrêmement chargée en septembre, octobre, novembre, a priori. On ne va pas dormir. Paris-Roubaix, ça a été reporté. Pour le match de Paris, ça va être purement reporté. annulé. Alors, pour l'instant, c'est reporté, mais pareil, c'est la même chose. Ça pourrait être totalement annulé si les conditions ne l'instant, il n'y a rien qui est décidé. Pour l'instant, Mais ils ont encore le choix dans la date. D'accord. Ouais. Donc, pour l'instant, ça va. par rapport à l'Écotrail, Jean, justement, l'Écotrail, c'est en extérieur. Est-ce que c'était aussi la bonne décision d'annuler, comme pour le semi de Paris? Non, il est reporté le semi. Le marathon. Le semi est annulé. Ouais. Le semi est annulé. Mais le souci, c'est, comme l'a dit Pierre, c'est qu'à un moment donné, à vouloir tout reporter, il va y avoir trop. Mais vu que c'est en extérieur, est-ce que selon vous pensez que c'est alors là, je pense que vous avez parlé des rassemblements de 1000 personnes. Oui, mais là, je pense que c'est plus du côté sportif que ça a été purement et simplement annulé, que au niveau de la date. Hein. Là, je pense que c'est un choix sportif. Hein. Donc après, je n'ai pas les tenants et les aboutissants du motif pour lequel ils l'ont annulé plutôt que le reporter. C'est tout le fou qui tourne autour de ça, de ce traitement de crise sanitaire. C'est qu'il y a 15 jours, par exemple, on avait sur les grands événements, il y a le match Racing 92 La Rochelle qui s'est tenu à l'Arena, à la Paris La Défense Arena, où il y avait a priori 15 000 personnes, quelque chose comme ça. Et le lendemain, le semi de Paris en plein air qui est annulé. Donc c'est assez anxiogène, ou c'est assez difficile de s'y retrouver. Je crois que ce qui prime là, c'est le côté totalement inédit de cette crise, et justement les décisions qui se prennent un petit peu au dernier moment en fonction des enjeux qu'il y a et de ceux qui ont le pouvoir de décision ou pas. Au niveau plus local, Hélène, par exemple, dans vos cours de pole dance, est-ce qu'il y a moins de monde ou pas du tout? Non, moi j'ai pas forcément moins de monde en fait. Non, c'est. Pourtant il y a 1000 personnes par ça cours. Va. Moi je suis un rassemblement de moins de 1000 personnes, donc ça va, même sur une semaine. Mais non, ça va. J'ai pas de psychose particulière. Je ressens pas ça. Après, je pense qu'il commence à y avoir un peu de psychose, mais je suis pas encore. Je le vois pas arriver jusque dans ma salle.
Et sur les terrains de rugby, ça se passe comment ? Là, on a tous des matchs à jouer dimanche. On a cette base de pouvoir de décision de dire qu'il y a rarement plus de 1000 personnes sur un match en honneur, même en Fédéral 3. La question se pose sur les huis clos ou sur les reports à partir au mieux de la Fédéral 2 et vraisemblablement plutôt Fédéral 1, Pro D2 et Top 14. Il n'y a pas eu de perturbation aussi au niveau des joueurs aussi sur le terrain ? Non. Pour l'instant non, pas de cas. Pas de cas avérés. Et pour l'instant, on va dire que le sport joue plutôt sur une possibilité d'aller prendre l'air et de se dépenser, de transpirer sans choper de virus mauvais ou malin. Stéphane Devisé, vous, dans le handisport ? Oui, bon, pour le handisport. Qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, on a eu un tournoi qui n'a pas été perturbé là ce week-end de hand fauteuil. Donc, est-ce qu'ils veulent diminuer le nombre d'handicapés en France ? Je ne sais pas. Je sais pas, hein. Moi je me pose la question. Hein. Parce qu'au niveau handisport, tout est maintenu. Tout est maintenu. Est-ce que tout est comme avant ? On résiste, ils nous auront pas. Mais est-ce que tout est comme avant ? Vous avez eu des consignes, des choses comme ça ? Peut-être ? Non, aucune consigne. Allez-y, touchez-vous, marrez-vous, éclatez-vous, faites l'amour. Échangez. Faut désinfecter. Faut désinfecter à chaque fois, comme la barre à la pole dance. On se désinfecte entre nous, c'est bon. Mais on m'a posé la question, est-ce que tu as prévu de quoi désinfecter encore plus ? Alors, ça va... C'est pas une barre de métro, quoi. Ouais. Après, ça va, voilà. Et puis bon, après, il y a juste la question de... Je vois, quand j'ai des élèves qui annulent parce qu'elles sont un peu malades, elles sont un peu ceci, cela, voilà. Toutes celles qui sont un petit peu malades, qui se sentent pas bien, elles décident de pas venir, donc tant mieux. Mais je pense que c'est le principe de précaution aussi. J'étais heureux de vous connaître. On a bientôt une compète de rugby fauteuil, ça m'a plu. J'espère vous revoir un de ces quatre. En tout cas, on vous tiendra informé sur l'évolution de ce coronavirus et les annulations sportives dans le 7-8 Sport ou SOP Sport. On passe maintenant à notre page résultats. On continue par du cyclisme sur piste. Les championnats du monde se sont déroulés à fin février à Berlin. L'équipe de France a connu des résultats mitigés en remportant 5 médailles, dont une en or. La plus belle performance est celle de l'ancien trappiste Benjamin Thomas qui a remporté l'or sur l'omnium. Mais c'est à peu près la seule réjouissance de ces championnats du monde. On écoute l'analyse de Jean-Michel Richefort, membre à la Fédération française de cyclisme. Je crois qu'il y a vraiment un bon groupe, mais il faut être conscient que toutes les nations, à 5 mois des Jeux Olympiques, sont déjà à un très haut niveau. Et d'ailleurs, nos pistards progressent, nos pistards battent leur record personnel, mais les autres nations sont préparées. Et l'année des Jeux Olympiques, les niveaux de performance sont très très élevés. Alors maintenant, il reste encore à travailler. Il reste 5 mois pour atteindre l'objectif suprême. Pour être tout à fait complet, Marie Lenette et Clara Copponi du VCE Sky ont remporté l'argent sur l'américaine. Bonne nouvelle pour le kilomètre avec la belle médaille d'argent de Quentin Lafargue. Le pistard du VCE Sky et le plaisérois Michael Delmeda a terminé 3e. Hermenot remporte lui le bronze en poursuite. La question sur ce thème, peut-on être déçu de ces résultats en année olympique ? Oui, non. On fait un petit duel entre Jean et Pierre. Pierre, vous commencez ? Moi, Jean-Pierre, je dis qu'en année olympique, vaut mieux se vautrer, pas lamentablement, vaut mieux se vautrer sur les championnats qui précèdent, même si c'est un championnat du monde ou un championnat d'Europe. Je précise que les championnats du monde sont organisés tous les ans en cyclisme sur piste et les JO tous les 4 ans. Voilà. Donc si ça peut augurer d'une vraie préparation, parce que justement la douche froide prépare mentalement à la suite et aux Jeux Olympiques et donc à performer quand ça joue aussi un petit peu sur l'orgueil d'être passé à côté d'un événement, même championnat du monde, mais vous l'avez rappelé, c'est tous les ans. Donc je ne pense pas que ça soit totalement dommageable et décevant. J'y vois plutôt le verre à moitié plein en disant ils se sont donné une occasion mentalement de réagir et donc d'opérer les réglages également de manière à être prêt pour les JO, si les JO se tiennent. C'est autre chose. Jean.
Ça, c'est une réaction de faible. Lorsque on se trouve des excuses. Parce que je vous rappelle quand même qu'on devait à ces championnats du monde... On réglerait ça après l'émission. On devait à ces championnats avec du monde modération, bien sûr. ramener quand même des médailles. C'était quand même l'objectif. Et lorsqu'on entend parler le membre du comité directeur, Jean-Pierre... On connaît bien Jean-Michel, oui. Vous avez côtoyé ici. Qui était sur le plateau à la place de notre ami Yann. Et quand on l'entend, les autres nations sont déjà prêtes, on va dire, puisque c'est lui-même qui l'a dit. Donc les autres nations sont déjà prêtes à 5 mois des Jeux Olympiques. Bref, certes, il y a encore 5 mois de préparation, mais le fait de dire, alors qu'on avait quand même des prétentions et des objectifs pour ces championnats du monde, de ramener des médailles, pour moi c'est une contre-performance, parce qu'on attendait certains et certaines, notamment Mathilde Gros, qui revient archi-bredouille. Voilà, Mathilde Gros, c'est la pépite du cyclisme donc français. On l'attendait elle a beaucoup. été éliminée dès les 8e de finale du tournoi de vitesse individuelle et elle a été éliminée en demi-finale du Keirin. Voilà. Donc pour moi, quand même, pour moi, je dirais que c'est un petit peu la sonnette d'alarme. Donc là, on s'est un petit peu mis... un petit peu mis, j'allais dire une bêtise, mais on s'est mis un petit peu la pression. Donc on n'a plus le choix, effectivement, on a 5 mois pour redresser la barre, parce qu'on est passé à côté de nos mondiaux, et qui étaient prometteurs avant, où on devait rafler quelques médailles, et préparer ces Jeux Olympiques. Donc dire maintenant, alors je m'attendais à ce qu'ils disent ça, Pierre, mais dire maintenant... Bon, mais ça nous permet de rebondir, ça nous permet de prendre une douche froide, et puis les Jeux Olympiques arrivent. Voilà, c'est le verre à moitié plein. Voilà. Moi, je dirais plutôt le verre à moitié vide. Hélène, qui vous a convaincu? Jean. Les deux, parce qu'après... Jean-Pierre. Voilà, Jean-Pierre. Non, mais c'était l'occasion aussi de faire le point un petit peu où on en était avant les JO, et aussi de prendre un élan ascendant pour aller aux JO et se dire, voilà, on a déjà fait ça et on continue. Là, c'est bon, c'est pas autant qu'on l'espérait, qu'on l'avait pensé, donc peut-être falloir mettre les bouchées doubles. En fait, on ne devrait pas avoir ce petit creux avant de repartir, pour repartir en direction des JO. Les JO, on devrait être en montée, en fait, finalement. Stéphane, vous rejoignez Je Hélène. pense que si on doit se planter, ça doit être maintenant et être prêt le jour J. D'accord, pour vous, c'est pas grave. De toute façon, on tire des leçons. Du tout. À part, ce sont quand même des championnats du monde. Oui, d'accord, mais à part on tire des leçons la cycliste. Mais bon, il vaut mieux se planter. Si on doit se planter, autant que ce soit là que pas répondre présent au JO. Je rappelle quand même le classement de ces championnats du monde. Les Pays-Bas sont devant avec 9 médailles, dont 6 en or. Il y a ensuite l'Allemagne avec 8 médailles, dont 4 en or. Les États-Unis sont 3e avec 5 médailles, dont 2 en or. La France est 6e, mais devant la Grande-Bretagne. La France a une médaille de plus, une médaille de bronze en plus. Finalement, les Anglais, généralement, font des mauvais championnats du monde en février-mars et des bons JO derrière. Est-ce que finalement, ce n'est pas une stratégie opérée par la France ou c'est inconscient finalement dans ce cas-là, Jean? Je pense pas qu'ils sont allés prendre l'exemple anglais quand même, c'est pas possible. Non, mais alors les Anglais le font certes, mais eux, c'est de leur préparation qu'ils le font. C'est tous les ans, les championnats mondiaux, tous les ans, ils passent un peu à côté. Généralement, ils sont bons aux JO. Aux JO, voilà. Donc eux, ils incluent dans leur préparation ce creux, et eux, ils y vont simplement pour régler les derniers détails. Nous, encore une fois, ou alors j'ai raté quelque chose, mais on n'était pas là-dessus. On n'était pas là-dessus, on n'allait pas au championnat du monde. Est-ce qu'il n'y a pas une part de bluff dans cette histoire? Ah oui, mais alors là, après, bien sûr, si maintenant ils jouent aux échecs, alors ils jouent aux échecs. Yann Dujarier nous rappelle souvent que les cyclistes sont des compétiteurs. La seule question que je me pose, c'est que sur une année olympique, est-ce que la préparation mentale et l'acuité mentale est la même sur les championnats du monde que sur les JO qui arrivent 4 mois plus tard? Sans pouvoir y répondre à 100%, mais il y a sûrement une petite part de motivation. Et alors en plus, si on y place la stratégie, alors après là... Après, il y a beaucoup de jeunes également dans cette équipe de France, des Sébastien Vigier, des Ryan Elal, Mathilde Gros, ils ont tous moins de 23 ans. Est-ce que finalement, on ne va pas laisser de côté finalement ces JO 2020 et passer directement à 2024 ? Là, je dirais que non. Parce que même si c'est à Paris, il faut sur une Olympiade et sur des Jeux, il faut tout donner. Et là, ça serait une erreur tactique et stratégique de passer à côté pour se préparer pour Paris. Parce qu'on ne se prépare jamais mieux
qu'en gérant au mieux la compétition sur des JO en conditions réelles d'épreuve. Vous êtes d'accord, Hélène ? Oui. Totalement. Non, totalement, c'est très bien. De toute façon, le cyclisme, depuis Louison Bobet, c'est plus la même chose. C'est pareil. Effectivement. Alors on continue cette page résultat par un record pour la bonne cause au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Laetitia Abénard, une habitante de Bullion, licenciée à Vélizy, a battu ce samedi 7 mars le record de l'heure sur piste dans sa catégorie avec 40,95 km parcourus. L'ancien record était de 38,28 km. Nous avions reçu Laetitia Abénard sur ce plateau juste avant son record. J'ai voulu montrer aux malades et puis aux familles qu'on peut pratiquer du sport, même du sport intensif, tout en suivant un traitement assez lourd. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement cette maladie ? C'est une maladie inflammatoire des intestins et c'est une maladie chronique dont on ne guérit pas, tout comme la maladie de Crohn. Donc c'est par poussée, on peut ne pas avoir de poussée pendant plusieurs années, comme être vraiment handicapé au niveau intestin, grosse fatigue. La question sur ce thème, Laetitia veut être un modèle pour les personnes atteintes de cette maladie en montrant que tout le monde peut le faire. A-t-elle réussi son pari avec ce record ? Oui. Il n'y a pas débat. Hélène, vous avez été la première à déliner. Oui, évidemment. De toute façon... D'habitude, c'est Jean, mais là, c'est vous. Quand on porte l'étendard de quelque chose, qu'on met en avant des performances, qu'on peut y arriver, qu'on essaie de porter une cause... on a tout gagné. Et puis là, elle bat le record et on ne parle pas de peu. Elle le bat quand même de pas mal. Donc c'est très bien. On peut pas dire. Enfin, elle a tout à fait raison de le faire. Stéphane. Moi, je lui dis chapeau parce que c'est balèze ce qu'elle a. C'est quand même. Vous connaissez cette Oui, je maladie, connaissais. ouais. Oui, c'est une maladie où tu te vides assez régulièrement, hémorragique. Donc il y a beaucoup de sang, beaucoup de fatigue. Il y a tout ce qui va à côté. Et elle surmonte ça pour battre un record. Moi, je lui dis simplement chapeau. Ça me fait rappeler cet athlète belge handicapé qui avait des douleurs, mais incroyables, et qui, lors des compètes, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Et elle gagnait. Elle oubliait. Voilà, elle oubliait, il n'y avait plus rien. Et une fois que c'était fini, ça revenait. Et puis, malheureusement, elle a demandé à ce qu'elle soit... euthanasié parce que c'était plus possible. Mais moi, je dis bravo à ces gens-là, quoi. Jean ? On ne peut qu'être admiratif devant tant de courage. C'est toujours... Déjà, la performance sportive par elle-même, c'est déjà exceptionnelle. Mais en plus, dans les conditions de maladie, c'est encore plus exceptionnel et extraordinaire. Et on ne peut être qu'admiratif devant ce genre de réalisation sportive. Alors, elle a réalisé 40,95 km au lieu de 38,28 km pour le précédent record. Une performance notable, selon vous ? Ça peut marquer l'histoire du sport, de ce sport ? Alors, j'ai pas trop de repères sur... Elle a battu le record, en tout cas. Elle a battu le record, elle l'a bien, comme disait Hélène, elle avait bien souligné, et c'est quand même plus de 2 km. Donc, c'est pas... Elle l'a pas battu sur 50 mètres, quoi. Donc... c'est quand même une belle performance, vraiment une très belle performance. À haut niveau pendant 1 heure complète. Et voilà. De battre un record dans des conditions pareilles, avec un état physique comme elle a. C'est ça, en fait, qu'il faut retenir. Parce qu'on peut imaginer que si elle n'avait pas ces problèmes-là, on ne serait pas à 40,95, on serait sûrement encore à plus. Donc, moi, je dis chapeau. Alors, le message passe-t-il mieux avec un record, forcément, à la clé ? Parce que c'est le message qu'elle voulait véhiculer, finalement. Pour reprendre la question, c'est de toute façon, c'est un exemple de volonté, c'est de l'espoir pour tous les sportifs et sportives, et qu'ils ou elles soient atteints de n'importe quelle maladie, voire handicap, d'ailleurs aussi. Et c'est un formidable message, et qui porte un peu plus avec un record battu, bien évidemment, parce que c'est de la préparation, c'est des conditions de course, c'est là où vraisemblablement 2 ou 3 tours de piste de plus que le précédent record. Donc c'est encore plus marquant et encore plus impactant avec un record à la clé, parce qu'en plus, dans les reprises médiatiques locales et régionales, il y a cette histoire-là à raconter. Non seulement elle a cet handicap-là et cette maladie-là, et en plus elle le surmonte avec panache, avec courage, volonté, et ça donne un record.
Est-ce que quand on fait un record comme celui-là, on fait pour soi ou pour les autres, finalement? Je pense les deux. Je pense les deux. Les deux, parce qu'il faut de la volonté perso pour y arriver, et après elle porte ce message vraiment. Et le fait de porter ce message, la porte aussi. Et c'est de l'émulation, la pure émulation sportive. Donc là, c'est vraiment au-delà du fait qu'il n'y a pas forcément, il y a personne sur la piste en plus d'elle, par exemple. Donc c'est pas des conditions de compétition collective, mais c'est une compétition contre elle-même, c'est un challenge contre elle-même qu'elle réussit pour pouvoir après pousser ce message et donner l'espoir à ceux qui en ont besoin. Et la performance est d'autant plus difficile qu'elle le fait non seulement pour le record, mais il y a toute la préparation, tout l'entraînement avant. C'est des heures, des jours. Des mois de préparation. Voilà, oui. Donc on peut imaginer... D'ailleurs, elle avait très peur que le coronavirus annule son record quelques jours. Il y a moins de spectateurs, mais heureusement. Oui, mais du coup, ça a dû être vraiment difficile pour elle, parce qu'on ne parle pas que de ces 40 km ce jour-là, c'est tout ce qu'il y a eu avant. Il fallait être sacrément motivé. Il y a dû avoir des rechutes, des redescentes et des crises. Donc voilà, bravo. Stéphane de Bizet le fait du coup pour les deux, c'est ça, pour elle et pour les autres? Je pense qu'elle le fait avant tout pour elle. Je connais beaucoup de personnes handicapées qui font du sport à haut niveau. Ils vous diront pas « je fais du sport pour montrer aux autres que je peux le faire ». Non, c'est « je fais du sport parce que j'ai envie de le faire, je vais surmonter ça ». Et je pense qu'elle, c'est pareil. Elle s'est dit, je suis capable de battre ce record. Et ensuite, si ça peut aider les autres personnes qui ont ma maladie à surmonter ça, pourquoi pas. Mais je pense qu'avant tout, elle l'a fait pour elle. Moi, je l'aurais fait pour moi. Doit-elle battre d'autres records ou pas, pour qu'on parle encore plus d'elle et du coup de sa cause par la même occasion? Jean, à toi continuer. D'autres records, le même, au moins le même, l'améliorer, on va dire. Peut-être l'améliorer. Mais après, oui. Je ne sais pas si elle pratique autre chose. Je ne connais pas... Beaucoup de cyclisme sur piste. Beaucoup de cyclisme sur piste. Donc après, au niveau des records individuels comme ça, il y a vraiment que l'heure, quoi, que le record de l'heure, qui est vraiment quelque chose. En plus, on en parle de ce genre de record. Après, je ne suis pas sûr que trouver un autre record, parce que je réfléchis en même temps, trouver un autre record sur une piste avec un vélo, je ne vois pas ce qu'il y a de plus que l'heure. Donc améliorer le sien, éventuellement. Mais là, je crois qu'elle a d'ores et déjà gagné. Stéphane l'a bien dit, et je le rejoins totalement. C'est avant tout pour elle. Et parce qu'elle y est arrivée, elle le met en avant. Je pense que c'est tout à fait ça. Parce qu'elle y est arrivée. Mais sa première motivation n'était pas je veux le faire pour montrer aux autres. Voilà. Je crois que c'est individuel. Et ensuite, elle est arrivée, elle s'en sert maintenant. Quand je dis elle s'en sert, c'est pas pour rapporter quelque chose. C'est un bon escient. Mais c'est justement pour dire voilà, moi j'y suis arrivé malgré les conditions assez difficiles, très difficiles. Et peut-être justement s'aligner sur d'autres compétitions, là pour le coup en collectif, avec du monde autour, dans sa discipline, alors sur piste. Elle est licenciée à Vélizy en tout cas. Là, auréolé de ce record-là, s'aligner sur des compétitions officielles, avec justement la possibilité d'aller se frotter au meilleur. Puis beaucoup de personnes qui ont sa maladie aussi, qui peuvent se dire, ah ouais quand même, elle l'a fait. Peut-être m'y mettre, moi aussi. Ça peut en pousser certains. Ça peut, oui. Quand même, elle y arrive. Encore un grand bravo en tout cas à Laetitia pour son record. On passe maintenant à notre page découverte. On passe à notre dernière thématique. Kadi Baradji, originaire de Voisins-le-Bretonneux, a une nouvelle fois remporté le concours de Miss Fitness France. C'est la 3e fois qu'elle remporte cette compétition après 2019 et 2018. Elle nous présente cette compétition. Nous l'avons reçue dans le 7-8 Sport du 9 mars. On a des pompes, mes épreuves préférées, les tractions, on a de la course, il y a du rameur, du développé couché. En fait, la plupart des exercices qu'on va retrouver en salle de sport, en fait, on les retrouve sur cette compétition. Ce sont plus des épreuves de force ou d'endurance, finalement? Alors moi, je dirais d'endurance musculaire, de résistance. Et je pense que, pour moi, c'est quand même essentiellement le mental qui est mis à l'épreuve, parce qu'on est souvent tout près du candidat d'à côté. On doit tenir, en fait. C'est-à-dire qu'on sait que l'autre est très bon aussi. Donc, pour moi, c'est au mental qu'on y arrive à la fin.
La question sur ce thème, ce concours est-il un vrai concours? Oui ou non? Vous êtes unanime autour de la table. Pierre, je vous donnerai la parole juste après. Oui, on hésite souvent sur ce plateau à définir ce qui est un sport et ce qui est un loisir ou ce qui n'en est pas. Là, pour le coup, un concours, il y a différents agrès, il y a des juges, il y a des athlètes qui s'y préparent, qui s'y entraînent. Il y a comparaison de compétition, donc oui, c'est un vrai concours. Et en plus, a priori, pas facile à remporter. Sur une dernière émission, on avait parlé de e-sport notamment. Vous avez été très critique autour de cette table. Là, pour le coup, c'est du vrai sport pour vous. Là, c'est du vrai sport. Il y a dépenses physiques, en plus de la dimension mentale. Donc oui, c'est un vrai sport. Et donc, c'est un concours. Pas photo par rapport à l'e-sport. Ouais. Hélène, vous vouliez une trentaine de concurrents de toute la France. D'accord. Et on est là, ce concours-là est ouvert depuis combien de temps? Il est ouvert, alors il a été créé, si les informations sont bonnes, en 2005. Oui, donc c'est... Ok. On va peut-être y aller. Non, moi non. Trop dur, trop compliqué, trop de préparation. Stéphane Devizet, qu'est-ce que vous en pensez de ce concours? C'est intéressant, comme le disait Pierre, c'est un vrai sport. C'est mieux que le e-sport et même que la boxe là où ils dansent sans se toucher là. La savate forme. La savate forme, oui. Ça ne vous avait pas plu? Non. Ça, c'est du sport. On sue, on y va, on carbure. Jean. Ah, mais ça envoie du bois, ça. Attention. Hein. Non, mais là, attention, c'est mi-crossfit, mi de la course. Non, mais là, c'est complet quand même. Hein. C'est très complet. On l'a vu un petit peu sur les images, sur ces entraînements. Les burpees, les pompes, les tractions. Non, je pense que là on l'a dit souvent ici, mais là, on peut parler de sport, là. Est-ce que Caddy peut être fière de ce qu'elle a réalisé? Apparemment, c'est ce qu'elle nous a dit, le niveau augmente d'année en année, forcément, parce qu'il y a plus de participants, plus de médiatisation autour de cet événement. Est-ce qu'elle vous impressionne, que ce troisième titre vous impressionne? Forcément. Parce qu'elle dure, finalement. Non, mais c'est très dur, c'est très dur. C'est très dur, ça, de toute façon, pour faire de la musculation, je sais que c'est très dur, ce genre de choses. Mais ça fait depuis 2005, donc 2005, c'est 15 ans. 15 ans d'existence, c'est pas énorme, sauf qu'on a des disciplines qui sont un petit peu proches. Je parlais tout à l'heure du crossfit, et qui sont un petit peu à la mode, et qui grandissent de semaine à semaine, de mois en mois. Et là, ce genre de discipline, il y a de plus en plus de gens qui s'y dirigent. Donc, de toute façon, elle s'est engagée dans sa compétition, elle remporte le titre. On ne peut qu'être admiratif. Elle est allée au bout, on le dit souvent ici, mais elle est allée au bout, elle a remporté. Ce qui est intéressant sur ce type de discipline sportive, c'est que ça précède quasiment tous les sports. Je m'explique en disant que la plupart de ceux qui font du sport individuel ou du sport collectif, ou des sports collectifs, passent à un moment ou à un autre par cette préparation physique-là. C'est-à-dire ce qu'elle fait en addition d'épreuves pour le fitness. On le connaît au rugby, on le connaît dans la préparation physique du mois d'août, où on va aller faire des pompes, des tractions, du Cooper et différentes disciplines. Et là, tout le monde pratique en fait. Finalement, à un moment ou à un autre, tout le monde pratique la musculation, l'exercice, le cardio qu'elle fait à un moment ou à un autre. Ça donne une athlète complète. Respect pour ça, et qui s'entraîne dur pour ce type de discipline, et arriver à ses fins pour remporter un concours avec autant de disciplines exigeantes, chapeau. Et 3 ans d'affilée en plus, elle garde le titre. 3 ans d'affilée. Et pour la petite information, elle réalise environ 300 à 400 pompes dans une journée. Elle ne travaille pas? Elle travaille justement, elle est prof de PS. Elle est prof de PS, elle donne des cours de Zumba également dans le secteur, voisin bretonneux, Montigny-bretonneux. Et à côté de ça, dès qu'elle a un petit temps mort, elle fait des pompes, des tractions, voilà. Ah oui, c'est comme nous. C'est son échauffement musculaire. C'est son échauffement, effectivement. Après ça, c'est presque rien par rapport à ce qu'elle se fait comme exercices divers et variés quand elle s'entraîne vraiment. C'est un petit peu pour s'échauffer un peu et se désengourdir pour elle. Je sais pas si non, mais c'est vrai. Oui, mais elle fait tellement. Alors, je n'ai pas ces informations-là. Je ne sais pas. Si elle est mariée, mais son mari ne doit pas s'ennuyer avec elle. Hein. Je n'ai pas d'informations là-dessus, en tout cas. Soit il ne s'ennuie pas. C'est pas pareil.
Je l'aime bien. Alors, dernière question, est-ce que tout le monde peut devenir Miss Fitness France ou pas? Hélène, à votre avis? Non, je pense que oui. Après, en s'entraînant, en faisant les... Non, je pense que oui. Oui. C'est des exercices. Oui, je pense que alors, tout le monde non, parce qu'il faut de la préparation, il faut une certaine aptitude physique. Mais sur le choix de la discipline, tout le monde a fait à un moment ou à un autre des pompes, pas forcément 300 par jour, pompes, du cardio, les burpees, le rameur, etc. Ça, c'est accessible en fait comme discipline. Donc oui, tout le monde peut participer. De là à enchaîner ses performances à elle. On voit la différence, elle fait 300 pompes par jour pour y arriver. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, après, c'est progressif. Elle y est depuis un petit moment, elle s'est entraînée depuis de nombreuses années sans doute, donc c'est une question d'assiduité. Oui, c'est ça. Si on s'en donne les moyens, c'est bon. Genre, tout le monde peut le faire? Tout le monde peut le faire. Mais est-ce que tout le monde veut le faire? C'est accessible. Alors, je précise quand même qu'il y a également Mister Fitness France. Il n'y a peut que bien sûr, Miss Fitness France. Voilà, donc nous intéresser. Si vous voulez vous inscrire, messieurs, vous pouvez également. Bien sûr, ça peut. Oui, on le sait que c'est des deux côtés. Non, mais bon. En fait, c'est Jean, il est là incognito. Oui. Il s'inscrira il y a quelques années. Alors c'est déjà la fin de cette émission, on va terminer comme d'habitude par une citation. Aujourd'hui je vous propose une citation de l'ancien pilote de F1 Michael Schumacher. J'ai toujours pensé que vous ne deviez jamais abandonner, que vous deviez toujours continuer à vous battre, même quand il n'y a qu'une petite chance. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV78.